Script. Le début du voyage ne se produit pas avec la lumière, mais avec l'absence. La femme ne s'éveille pas parce qu'elle trouve quelque chose, mais parce qu'elle perd le sens de ce qui soutenait son identité. Il y a un moment silencieux où les rôles sociaux soigneusement appris, répétés et récompensés cessent d'offrir chaleur psychique. Le quotidien continue d'être fonctionnel, mais intérieurement quelque chose se dissout. Ce vide n'est pas une dépression ordinaire, c'est un effondrement symbolique du moi adapté. La psyché commence à retirer de l'énergie des structures qui ne servent plus à la croissance, produisant une sensation d'étrangeté envers soi-même. Ce vide agit comme un utérus psychologique. Tout ce qui semblait solide auparavant résonne maintenant. La femme commence à réaliser qu'elle a vécu davantage comme réponse que comme origine. Son histoire personnelle révèle des schémas de plaire, de contenir des impulsions, de faire taire des intuitions pour maintenir des liens et un sentiment d'appartenance. L'inconscient, privé d'expression, commence à faire pression sur la conscience à travers des rêves récurrents, des lapsus, une irritabilité sans cause apparente et une fatigue existentielle qui ne se résout pas par le repos physique. À ce stade, surgit la peur fondamentale, si je ne suis pas ce qu'on attend de moi, qui serais-je ? Le vide expose la dépendance à la validation externe comme axe identitaire. La femme confronte l'idée qu'elle n'a peut-être jamais vécu à partir de son propre centre. Cette prise de conscience est violente car elle menace des liens affectifs, des structures morales et des récits internes de bonté et de sacrifice. Le vide devient alors un champ de bataille entre le besoin d'individuation et la terreur de l'exclusion symbolique. D'un point de vue analytique, ce moment marque la première rupture avec la persona. Comme le décrit Carl Jung, lorsque la persona commence à s'effondrer, l'individu se sent personne. Mais ce personne est fertile. Le vide ne demande pas un remplissage immédiat, il exige une permanence. Rester dans ce vide est le premier acte radical de la femme qui commence son individuation, car seule celle qui supporte le vide peut entendre la voix qui n'a pas encore de forme. La persona féminine n'est pas seulement un masque social, c'est un contrat psychique signé trop tôt. Depuis l'enfance, la femme apprend que sa valeur est liée à la retenue, à l'harmonie, à la disponibilité émotionnelle. Ce masque n'est pas seulement imposé de l'extérieur, il est introjecté comme idéal moral. La femme apprend à confondre adaptation avec vertu et abandon de soi avec amour. La persona devient si raffinée qu'elle fonctionne automatiquement, sans conscience. Le problème surgit lorsque la persona s'hypertrophie. Tout ce qui ne lui correspond pas est réprimé, agressivité, désir de pouvoir, autonomie radicale, érotisme non médié par l'approbation. Ces contenus ne disparaissent pas, ils s'accumulent dans l'inconscient, formant une pression psychique constante. La femme devient fonctionnelle, admirée, mais intérieurement fragmentée. La violence de la persona est précisément là, elle exige une cohérence externe au prix d'une mutilation interne. Psychologiquement, cette violence se manifeste par des symptômes qui semblent contradictoires, culpabilité chronique sans cause objective, sentiment d'imposture, peur intense de décevoir et un épuisement qui ne s'explique pas par l'effort physique. La femme vit sous une surveillance interne constante, surveillant pensée, émotions et impulsions. La persona se transforme en geôlière. Le féminin idéal cesse d'être une image aspirante et devient un instrument d'oppression psychique. Le début de l'individuation exige un acte presque hérétique, remettre en question sa propre bonté. La femme commence à soupçonner qu'une partie de sa vertu a été construite sur la peur. Démasquer la persona n'est pas devenir cruel ou irresponsable, mais récupérer des contenus psychiques séquestrés par une adaptation excessive. Ce processus génère un conflit externe inévitable, car la femme qui abandonne le masque cesse d'être prévisible, et l'imprévisible menace ceux qui se nourrissaient de sa constance. L'ombre féminine ne surgit pas comme un monstre externe, mais comme une révélation interne troublante. Lorsque la persona s'affaiblit, des contenus auparavant moralement condamnés commencent à émerger. La femme se perçoit capable d'envie, de ressentiment, de désir de domination, de plaisir à transgresser. Le choc ne réside pas dans ses impulsions en soi, mais dans le fait qu'elles contredisent l'image idéalisée qu'elle a construite d'elle-même. Cette rencontre se produit souvent à travers des projections intenses. La femme identifie des femmes mauvaises dans le monde extérieur, celles qui sont trop libres, trop ambitieuses, trop sexuelles. La critique féroce dirigée contre ces figures révèle des contenus sombres non reconnus intérieurement.
L'ombre féminine est jugée avec sévérité car elle entre en collision directe avec l'idéal de pureté et de soin attribué au féminin. Nier l'ombre ne la neutralise pas, au contraire, elle devient autonome. Surgit alors l'auto-sabotage, choix destructeurs répétés, relations toxiques, explosions émotionnelles disproportionnées. La femme sent qu'elle n'est pas elle-même dans ces moments, alors qu'en réalité elle est dominée par des parties psychiques exilées. L'ombre réclame son droit d'exister, même de manière chaotique. Intégrer l'ombre exige un courage éthique. Il ne s'agit pas d'agir tous les impulsions, mais de les reconnaître comme partie légitime de la totalité psychique. La femme qui accueille son ombre récupère l'énergie vitale. Elle cesse d'être seulement réactive et devient responsable de sa propre obscurité. À ce stade, l'individuation s'approfondit, la morale cesse d'être héritée et devient consciemment construite. Dans le domaine de l'amour, l'inconscient féminin révèle ses blessures les plus anciennes. Beaucoup de femmes confondent lien avec fusion et amour avec survie émotionnelle. Les relations affectives deviennent des tentatives inconscientes de réparation, guérir l'absence, le rejet primaire, le regard qui a manqué. L'autre cesse d'être une rencontre et devient un patch psychique. Eros, alors, tombe malade. La dépendance affective ne naît pas de la faiblesse, mais d'une structure interne qui ne s'est jamais sentie entière. La femme cherche chez son partenaire la validation de son existence, déléguant à l'autre la fonction de soutien du moi. Lorsque l'autre échoue, surgit le désespoir, l'obsession, le contrôle ou l'effondrement émotionnel. L'amour se transforme en champ de répétition traumatique. L'auto-sabotage amoureux révèle un conflit profond, le désir d'intimité contre la peur de perdre sa propre identité. La femme s'approche et s'éloigne, teste des limites, détruit ce qu'elle désire pour confirmer des croyances inconscientes d'abandon. Souvent, elle choisit des partenaires indisponibles ou abusifs, car ces relations confirment des récits internes déjà connus. La souffrance offre une familiarité. Le processus d'individuation exige qu'Eros soit retiré de la sphère du manque et reconduit à la relation avec le soi. Aimer cesse d'être une demande de salut et devient une rencontre entre des entiers. Ce déplacement est douloureux, car il implique de supporter sa propre solitude psychique. Ce n'est que lorsque la femme cesse d'utiliser l'amour comme anesthésie qu'il peut devenir véritable. Au sein de la psyché féminine réside une instance critique, rationnelle et souvent cruelle. Elle se manifeste comme une voix interne qui déqualifie, compare et condamne. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas suffisante, vous ne savez pas assez. Cette voix ne naît pas de la pensée consciente, mais de figures masculines introjectées tout au long de la vie, père, enseignant, leader, idéaux culturels. Quand elle est inconsciente, cette instance agit comme un tyran interne. Elle empêche la femme de faire confiance à son intuition, dévalorise sa production intellectuelle et bloque son expression créative. Beaucoup de ces pensées semblent réalistes, alors qu'en réalité, elles sont des structures archaïques de domination psychique. La pensée devient un tribunal permanent tourné contre le moi. Ce phénomène produit une scission interne, la femme ressent, mais ne fait pas confiance à ce qu'elle ressent, elle intuite, mais désavoue sa propre intuition. Une hyperintellectualisation défensive ou une soumission acratique aux opinions externes surgit. Dans les deux cas, la pensée cesse d'être un instrument de conscience et devient une arme contre le soi. Intégrer cette instance ne signifie pas l'éliminer, mais la transformer. Lorsqu'elle est conscientisée, elle devient médiatrice entre l'inconscient et le langage, offrant clarté, structure et discernement. La femme commence à penser à partir d'elle-même, non contre elle-même. C'est l'un des moments les plus décisifs de l'individuation, lorsque l'esprit cesse d'être un ennemi et commence à servir la totalité psychique.